La chaise en bois était froide sous moi alors que j'étais assise, les mains croisées sur mes genoux, comme une bonne petite épouse. Benjamin était assis en face de moi, à la table de son avocat, son costume coûteux parfaitement repassé, son sourire large et confiant. Il avait l'air d'avoir déjà gagné. Peut-être pensait-il que c'était le cas. « Tu ne toucheras plus jamais à mon argent », m'a-t-il murmuré, juste assez fort pour que son avocat l'entende. Sa voix avait ce même ton qu'il utilisait lorsqu'il me disait que je ne pouvais pas faire les courses sans demander d'abord ou lorsqu'il expliquait pourquoi je n'avais plus besoin de ma propre carte de crédit. Il avait l'air fier, comme un chasseur qui venait d'attraper la plus grosse prise de sa vie. Véronica était assise dans la galerie derrière lui, ses doigts parfaitement manucurés reposant sur son sac à main de créateur. Elle s'est penchée légèrement en avant, ses lèvres rouges se courbant en un sourire qui me retournait l'estomac. « C'est ça, chérie », dit-elle doucement, sa voix dégoulinant d'une fausse douceur. Elle l'appelait chérie de la même manière que je le faisais autrefois, à l'époque où je pensais que notre mariage signifiait quelque chose. À l'époque où je pensais que l'homme que j'avais épousé existait vraiment. Dorothy, la mère de Benjamin, était assise à côté de Véronica comme si elles étaient de vieilles amies planifiant un thé. Ses cheveux argentés étaient tirés en un chignon serré, et ses yeux bleus et froids me regardaient comme si j'étais quelque chose de sale dans lequel elle avait marché. Elle ne m'avait jamais aimé. Pas depuis le jour où Benjamin m'avait ramené à la maison il y a 8 ans. Je n'étais pas assez bien pour son précieux fils, disait-elle toujours. Pas assez riche, pas assez chic, pas digne du nom de la famille Foster. Elle ne mérite pas un centime, dit Dorothy, sa voix portant à travers la pièce silencieuse. Elle a souri en le disant, le même sourire qu'elle m'adressait chaque Noël lorsqu'elle me tendait une carte cadeau pour Target tout en offrant à Véronica des bijoux coûteux. Même avant la liaison, Dorothy avait planifié mon remplacement. Mon avocat, Monsieur Peterson, était assis à côté de moi, fouillant dans des papiers. Il avait l'air nerveux, comme s'il savait que nous étions sur le point de tout perdre. L'équipe juridique de Benjamin comptait 3 avocats, tous du cabinet le plus cher de la ville. Ils avaient des mallettes pleines de documents montrant que je n'avais jamais travaillé, que je n'avais aucune compétence, que je ne méritais rien de plus qu'une pension de base. Ils me dépeignaient comme une chercheuse d'or qui avait piégé leur pauvre client innocent. La juge Hawkins, une femme dans la cinquantaine aux yeux vifs et aux cheveux grisonnants, avait écouté leurs arguments toute la matinée. Elle avait la réputation d'être dure mais juste. Elle ne souriait pas beaucoup, et elle ne semblait pas impressionnée par les costumes chers ou les avocats sophistiqués, mais même elle semblait prête à statuer en faveur de Benjamin. « Votre honneur », dit l'avocat principal de Benjamin, se levant avec un épais dossier entre les mains. Mon client a été plus que généreux. Madame Foster n'a aucune expérience professionnelle, aucune éducation au-delà du lycée, et aucun bien propre. Elle a vécu une vie confortable pendant 8 ans sans rien contribuer aux revenus du ménage. Une modeste allocation mensuelle est plus que juste. J'avais envie de rire. Aucune expérience professionnelle. J'avais géré tout le calendrier social de Benjamin, organisé ses dîners d'affaires et m'étais occupé de toute la gestion du ménage qui assurait le bon déroulement de sa vie. Aucune éducation. J'avais un diplôme en marketing que je n'avais jamais pu utiliser parce que Benjamin m'avait convaincu que je n'avais pas besoin de travailler. Aucun bien. C'était parce qu'à chaque fois que j'essayais d'économiser de l'argent ou d'ouvrir mon propre compte, Benjamin trouvait une raison pour laquelle je ne pouvais pas. Mais je suis restée assise tranquillement, jouant le rôle qu'ils attendaient tous de moi, la femme faible et impuissante qui ne comprenait rien à l'argent, aux affaires ou au fonctionnement du monde réel. J'avais joué ce rôle si longtemps que parfois je le croyais presque moi-même. Benjamin se tourna pour me regarder, ses yeux sombres pleins de satisfaction. Il pensait m'avoir complètement brisé. Au cours des 6 derniers mois, depuis que j'avais découvert sa liaison, il s'était préparé à ce moment. Il avait déplacé de l'argent, caché des actifs et s'était assuré que tout semblait lui appartenir à lui seul. Il pensait que j'étais trop stupide pour le remarquer, trop effrayé pour me défendre. Monsieur Peterson se leva lentement, comme s'il marchait vers sa propre exécution. « Votre honneur, j'ai une dernière pièce à conviction à présenter au nom de ma cliente. » Sa voix tremblait légèrement alors qu'il sortait une enveloppe blanche de sa mallette. Madame Foster a préparé une lettre à l'attention de la cour. L'avocat de Benjamin parut confus. On ne leur avait parlé d'aucune lettre. Benjamin fronça les sourcils, son sourire confiant s'estompant un peu. Véronica s'agita sur son siège, sa posture parfaite devenant légèrement moins parfaite. Les yeux froids de Dorothy se plissèrent alors qu'elle regardait Monsieur Peterson se diriger vers le banc du juge.
La juge Hawkins prit l'enveloppe et l'ouvrit avec soin. La pièce était si silencieuse que je pouvais entendre le bruissement du papier alors qu'elle dépliait la lettre. Ses yeux parcoururent la page, lisant en silence. Au début, son expression ne changea pas. Puis, lentement, ses sourcils commencèrent à se lever. Elle lut pendant ce qui sembla une éternité. Les avocats de Benjamin commencèrent à chuchoter entre eux. Benjamin lui-même me fixait maintenant, essayant de deviner ce que j'aurais bien pu écrire qui puisse avoir de l'importance. Il avait toujours l'air confiant, mais il y avait autre chose dans ses yeux maintenant, quelque chose qui aurait pu être de l'inquiétude. La juge Hawkins finit de lire et leva les yeux vers toutes les personnes rassemblées devant elle. Puis, quelque chose d'étonnant se produisit. Elle se mit à rire. Pas un petit rire poli, mais un vrai rire profond qui résonna contre les murs. Elle rit si fort qu'elle dut poser la lettre et enlever ses lunettes pour essuyer ses yeux. « Oh, c'est excellent », dit-elle à voix basse, mais sa voix porta dans la pièce silencieuse. Elle regarda directement Benjamin, puis Véronica, puis Dorothy. « C'est vraiment excellent. » Les sourires confiants disparurent de leur visage comme si quelqu'un avait éteint un interrupteur. Le visage de Benjamin devint pâle. La bouche de Véronica s'entr'ouvrit légèrement. Le sang-froid de Dorothy se fissura, et pour la première fois en 8 ans, elle parut véritablement effrayée. Je sentis un petit sourire se dessiner au coin de ma bouche. Enfin, après des mois de planification et de préparation, il était temps pour eux d'apprendre la vérité. Il y a 3 ans, je pensais avoir le mariage parfait. Benjamin rentrait du travail avec des fleurs, m'embrassait à la porte et me disait combien il avait de la chance de m'avoir. Nous vivions dans la belle maison de sa famille sur Maple Street, avec ses colonnes blanches et sa pelouse parfaitement entretenue. Je me sentais comme une princesse dans un conte de fées. « Carmen, tu n'as pas besoin de te soucier de l'argent », dit Benjamin un soir alors que nous étions assis à notre table de salle à manger. Il coupait son steak avec des mouvements précis, comme sa mère le lui avait appris. « Je gagne assez pour nous deux. Tu devrais te concentrer sur l'embellissement de notre maison. » Je travaillais dans une petite agence de marketing en ville, et dans les entreprises locales avec leur publicité. J'adorais mon travail, j'adorais les défis créatifs et le sentiment d'accomplissement lorsqu'une campagne réussissait. Mais Benjamin laissait entendre depuis des mois que je devrais démissionner. « Mais j'aime travailler », dis-je en enroulant mes pattes autour de ma fourchette. « Et l'argent supplémentaire nous aide à économiser pour notre avenir. » Benjamin posa son couteau et me regarda avec ses yeux sombres qui faisaient autrefois battre mon cœur. « Chérie, nous n'avons pas besoin de ton petit salaire. C'est à peine assez pour couvrir ton essence et tes vêtements de travail de toute façon. Ne préférerais-tu pas passer ton temps à rendre notre maison parfaite? Peut-être commencer à planifier pour des enfants. » La façon dont il a dit « petit salaire » me fit rougir les joues. Je gagnais un salaire décent, assez pour payer les courses et les factures. Mais en regardant notre salle à manger luxueuse avec son lustre en cristal et ses meubles importés, je me sentis petite. Peut-être avait-il raison. Peut-être que ma contribution n'avait pas vraiment d'importance. Je suppose que je pourrais prendre un peu de temps libre, dis-je doucement. Le sourire de Benjamin fut éclatant. Voilà ma fille intelligente. Tu seras tellement plus heureuse à la maison. En un mois, j'avais quitté mon emploi. Benjamin prit en charge toutes nos finances, disant que ce serait plus simple si tout venait d'un seul compte. Il me donna une carte de crédit pour les dépenses du ménage et me dit de lui faire savoir si j'avais besoin de quoi que ce soit d'autre. Au début, c'était agréable de se sentir prise en charge. Je passais mes journées à décorer notre maison, à cuisiner des repas élaborés et à organiser les dîners d'affaires de Benjamin. Mais lentement, les choses commencèrent à changer. La carte de crédit avait une limite basse, et Benjamin remettait en question chaque achat. Quand j'ai acheté de nouveaux rideaux pour le salon, il a demandé pourquoi je ne l'avais pas consulté d'abord. Quand j'ai dépensé $50 en courses, il a voulu voir chaque reçu. « Carmen, nous devons être plus prudents avec l'argent », dit-il un soir, examinant le relevé de carte de crédit avec un stylo rouge. « Cette dépense au café. C'était pourquoi. » J'ai retrouvé mon amie Lisa pour un café, dis-je, me sentant comme une enfant réprimandée. Ce n'était que $8. $8 par-ci, $12 par-là. Ça s'additionne. Peut-être devrais-tu inviter tes amis ici à la place. C'est plus économique. J'ai arrêté de retrouver mes amis pour un café. Puis j'ai arrêté d'acheter de nouveaux vêtements sans demander d'abord.
puis j'ai arrêté d'acheter quoi que ce soit qui n'était pas absolument nécessaire. Benjamin me louait pour être si responsable, si compréhensive au sujet de notre budget. Mais je remarquais qu'il achetait toujours des costumes chers et sortait pour des déjeuners d'affaires qui coûtaient plus que mon allocation hebdomadaire entière. Dorothy rendait tout pire. La mère de Benjamin venait dîner tous les dimanches, et elle avait toujours quelque chose à dire sur la façon dont je gérais la maison. Les fleurs dans le jardin n'étaient pas arrangées correctement. Le dîner n'était pas assaisonné correctement. Ma robe était trop décontractée pour un repas de la famille Foster. Benjamin, mon cher, dit-elle un dimanche, coupant son rôti de bœuf en petits morceaux. J'ai vu la plus charmante jeune fille au country club hier. Véronica est l'architecte d'intérieur. Elle vient d'une si bonne famille, et son travail est absolument exquis. Benjamin hocha la tête poliment, mais je décelai quelque chose dans son expression, de l'intérêt. J'ai peut-être entendu parler de son travail. Très talentueuse. Tu devrais l'engager pour refaire les chambres d'amis, continua Dorothy, sans me regarder. Elle pourrait bénéficier d'une touche professionnelle. J'avais passé des semaines à décorer ces chambres d'amis, choisissant des couleurs et des tissus que je trouvais magnifiques. Mais assise là à écouter Dorothy, je sentais que tout ce que je faisais était mauvais, amateur, pas assez bien pour les standards de leur famille. C'est une merveilleuse idée, mère, dit Benjamin. Carmen, qu'en penses-tu? Que pouvais-je dire? Que je voulais garder les pièces sur lesquelles j'avais tant travaillé, qu'engager quelqu'un d'autre revenait à admettre que j'étais un échec. Bien sûr, dis-je avec un sourire qui semblait en plastique. Ce que tu penses être le mieux. C'est à ce moment-là que les appels téléphoniques ont commencé. Benjamin sortait pour prendre des appels, disant qu'ils étaient liés au travail. Il a commencé à travailler tard plus souvent, rentrant à la maison après que j'ai déjà dîné seul. Quand je lui demandais comment s'était passée sa journée, ses réponses devenaient plus courtes, moins détaillées. Comment s'est passée la réunion du projet Henderson, demandai-je un soir alors qu'il desserrait sa cravate. Bien, dit-il sans me regarder. Juste les exigences habituelles des clients. Mais j'avais vu son calendrier ce matin-là quand il l'avait laissé sur le comptoir de la cuisine. Il n'y avait pas de réunion Henderson de prévu. Il y avait une note qui disait « VH 19h » avec le nom d'un restaurant que je ne reconnaissais pas. J'ai commencé à prêter attention à des choses que j'avais ignorées auparavant. Des relevés de cartes de crédit que Benjamin rangeait rapidement. Des appels téléphoniques qui s'arrêtaient quand j'entrais dans la pièce. Un nouveau parfum qui sentait différent de ce qu'il portait habituellement. Des chemises qui revenaient du pressing avec des taches de rouge à lèvres qui n'étaient pas de ma couleur. Un soir, je rangeais son linge quand j'ai trouvé un reçu dans la poche de son pantalon. Il provenait d'un restaurant cher en ville, daté du mardi précédent. La note était pour 2 personnes, avec du champagne et un dessert. Mais mardi soir, Benjamin m'avait dit qu'il travaillait tard sur de la paperasse au bureau. Mes mains tremblaient en tenant le reçu. Le total était supérieur à mon allocation mensuelle. Quelqu'un avait commandé le homard et le soufflé au chocolat, des plats que Benjamin disait toujours être trop chers lorsque nous regardions les menus ensemble. Je me suis assise sur notre lit, fixant ce morceau de papier, et j'ai senti quelque chose se briser dans ma poitrine. Il ne s'agissait pas d'argent, de stress au travail ou de pression familiale. Il s'agissait de mensonges. Il s'agissait de Benjamin menant une vie complètement différente quand il n'était pas avec moi. Cette nuit-là, quand Benjamin est rentré à la maison sentant un parfum qui n'était pas le mien, je n'ai rien dit. J'ai souri et lui ai demandé comment s'était passée sa journée, et il m'a parlé de réunions qui, je le savais maintenant, n'avaient pas eu lieu. J'ai hoché la tête, lui ai servi le dîner et j'ai fait comme si tout était normal. Mais à l'intérieur, je commençais déjà à planifier. Le lendemain matin, j'ai attendu que Benjamin parte au travail avant de m'habiller. Au lieu de ma routine habituelle de nettoyage et d'organisation, j'ai enfilé un jean foncé et une casquette de baseball. Je me sentais comme une espionne dans un film, sauf que c'était ma vraie vie qui s'effondrait. J'ai conduit jusqu'à l'immeuble de bureau de Benjamin en ville et je me suis garé de l'autre côté de la rue, d'où je pouvais voir l'entrée. Mon cœur battait si fort que j'ai cru qu'il allait éclater. Qu'est-ce que je faisais? Suivre mon propre mari comme une folle? Mais je devais savoir la vérité. À 11h30, Benjamin est sorti de l'immeuble. Il n'était pas seul. Une femme aux longs cheveux blonds et au manteau rouge marchait à ses côtés. Elle était belle d'une manière qui me faisait mal à l'estomac. Grande, élégante, avec une posture parfaite et des vêtements chers.
Tout ce que je n'étais pas. Ils sont montés ensemble dans la voiture de Benjamin, riant de quelque chose. La femme posa sa main sur son bras pendant qu'il parlait, et Benjamin lui sourit de la même manière qu'il me souriait autrefois. Je les ai suivis à travers les rues de la ville, restant assez loin pour qu'ils ne me remarquent pas. Ils sont allés chez Romano, le restaurant italien chic où Benjamin m'avait emmené pour notre anniversaire il y a 2 ans. Le même restaurant où il m'avait dit que nous ne pouvions plus nous permettre de manger parce que nous devions économiser. J'ai regardé par la fenêtre alors qu'il s'asseyait à une table d'angle, se tenant la main par-dessus la nappe blanche. La femme devait être Veronica, l'architecte d'intérieur que Dorothy avait mentionné. Elle était encore plus belle de près, avec un maquillage parfait et des bijoux qui coûtaient probablement plus cher que ma voiture. Elle a touché doucement le visage de Benjamin, et il a attrapé sa main et lui a embrassé la paume. J'ai eu l'impression que quelqu'un me serrait la poitrine à 2 mains. Je suis resté assise dans ma voiture pendant 2 heures, les regardant manger, rire et se comporter comme un couple amoureux. Quand ils sont finalement partis, Benjamin l'a raccompagné jusqu'à une BMW argentée garée à proximité. Il l'a embrassé pour lui dire au revoir. Pas un baiser rapide, mais un vrai baiser qui a duré assez longtemps pour que je détourne le regard. Ce soir-là, Benjamin est rentré à son heure habituelle avec une histoire sur une réunion de clients difficile. Il s'est plaint de sa journée ennuyeuse, de comment il aurait aimé la passer avec moi à la place. J'ai hoché la tête, souri et lui ai servi le dîner que j'avais réussi à préparer alors que mon monde s'effondrait. « Comment s'est passée ta journée, chérie ?» demanda-t-il, coupant son poulet comme si de rien n'était. « Calme, dis-je. J'ai réorganisé les placards et j'ai lu un peu. »« C'est ma gentille fille, dit-il, tendant la main pour me tapoter la main. Toujours occupé. Je voulais crier. Je voulais jeter mon assiette contre le mur et exiger de savoir qui était Veronica et depuis combien de temps cela durait. Mais au lieu de cela, j'ai serré sa main en retour et lui ai demandé s'il voulait un dessert. Au cours des semaines suivantes, je suis devenu une experte pour les suivre. J'ai appris leur routine, déjeuner les mardis et jeudis, réunions du soir qui étaient en fait des dîners en amoureux les vendredis, voyages de fin de semaine que Benjamin me disait être des conférences d'affaires. Ils allaient dans des galeries d'art, des dégustations de vin et des boutiques chères où Veronica essayait des vêtements qui coûtaient plus que ce que je dépensais en 3 mois. Benjamin lui achetait des bijoux, des fleurs et des sacs à main de créateurs. Il payait tout avec des cartes de crédit que je n'avais jamais vues auparavant. Le pire, c'était de voir à quel point il avait l'air heureux avec elle. Il riait plus en un après-midi avec Veronica qu'il ne l'avait fait avec moi au cours de la dernière année. Il lui tenait les portes, tirait sa chaise et la regardait comme si elle était la personne la plus fascinante du monde. Toutes les choses qu'il faisait pour moi autrefois, quand notre mariage était réel. Un samedi, je les ai suivis jusqu'au country club où Dorothy était membre. Je me suis garé à l'extérieur et j'ai regardé à travers la clôture pendant qu'ils jouaient au tennis ensemble. Dorothy était là aussi, assise à une table sur la terrasse, applaudissant lorsque Veronica réussissait un bon coup. Après le match, ils se sont assis tous les 3 pour prendre un verre. Dorothy était animée d'une manière que je ne lui avais jamais vue, riant et gesticulant en parlant à Veronica. Elle touchait affectueusement le bras de Veronica et hochait la tête en signe d'approbation à tout ce qu'elle disait. Il était clair que Dorothy non seulement savait pour la liaison, mais qu'elle l'encourageait. Je suis rentré chez moi et je me suis assise dans ma maison vide, comprenant enfin la vérité. Il ne s'agissait pas seulement de Benjamin ayant une liaison. Il s'agissait de me remplacer complètement. Dorothy avait trouvé quelqu'un qu'elle considérait digne de son fils, et ils travaillaient tous ensemble pour me pousser dehors. Cette nuit-là, Benjamin est rentré avec des égratignures sur les bras à cause du match de tennis. Quand je lui ai posé la question, il a dit qu'il avait déplacé des boîtes au travail et qu'il s'était écorché le bras sur un clou. Un autre mensonge, raconté si facilement que je me suis demandé combien d'autres j'avais cru au fil des ans. Benjamin, dis-je prudemment. Ta mère a de nouveau mentionné cet architecte d'intérieur au dîner la semaine dernière. Veronica est. As-tu pensé à l'engager? Son visage n'a pas changé, mais j'ai remarqué une minuscule pause avant qu'il ne réponde. Oh, c'est vrai. J'ai regardé, mais elle est très chère. Peut-être l'année prochaine, quand les affaires iront mieux. Elle doit être très talentueuse pour facturer autant. Je suppose. Je ne l'ai pas rencontrée personnellement. Mensonge après mensonge après mensonge. J'ai hoché la tête, souri et fait semblant de le croire, mais à l'intérieur, je prenais des notes. Chaque fausse histoire, chaque excuse inventée,
chaque fois qu'il me regardait dans les yeux et mentait sur où il avait été et avec qui il avait été. 2 mois après le début de mon enquête, j'ai réalisé quelque chose qui a tout changé. Benjamin n'avait pas seulement une liaison. Il prévoyait de me quitter pour Véronica, mais il voulait s'assurer que je n'obtienne rien dans le divorce. Toutes ces conversations sur l'argent, toutes les restrictions sur mes dépenses, toutes les façons dont il m'avait rendue financièrement dépendante, tout cela faisait partie d'un plan. Il allait divorcer et prétendre que je n'avais rien contribué à notre mariage. Il garderait la maison, les voitures, les investissements, tout. Je me retrouverais avec rien pendant qu'il commencerait sa nouvelle vie avec Véronica et l'approbation de sa mère. Mais Benjamin avait fait une erreur cruciale. Il pensait que j'étais trop faible et trop stupide pour me défendre. Il n'avait aucune idée que j'observais, que j'apprenais et que je planifiais ma propre stratégie. Alors que j'étais assise dans notre chambre cette nuit-là, l'écoutant dormir paisiblement à côté de moi, j'ai pris une décision. Si Benjamin voulait jouer avec l'argent et les mensonges, j'apprendrais à y jouer mieux que lui ne le pourrait jamais. Le lendemain matin, j'ai attendu que Benjamin parte pour sa réunion de clients, qui, je le savais, était en réalité un brunch avec Véronica. Puis, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. Je suis entré dans son bureau à domicile et j'ai commencé à fouiller dans ses papiers. Le bureau de Benjamin était son espace privé, la seule pièce de la maison où je n'étais pas censé nettoyer ou organiser. Il le gardait fermé à clé quand il n'était pas à la maison, mais je l'avais vu cacher la clé sous sa lampe de bureau des mois auparavant. Mes mains tremblaient en tournant la clé et en entrant. Le bureau était propre et organisé, avec des classeurs le long d'un mur et un grand bureau couvert de papier. Je ne savais pas ce que je cherchais, mais je savais que je devais commencer quelque part. J'ai commencé par les tiroirs du bureau, examinant attentivement les dossiers et les documents. La plupart étaient des documents professionnels ennuyeux que je ne comprenais pas. Des contrats pour des projets de construction, des lettres de clients, des factures pour des matériaux de construction. Mais dans le tiroir du bas, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Un dossier intitulé « Compte personnel » qui contenait des relevés bancaires que je n'avais jamais vus auparavant. Benjamin avait 3 comptes bancaires différents dont je ne connaissais pas l'existence. Les relevés montraient d'énormes sommes d'argent entrant et sortant, bien plus que ce que je pensais que son entreprise rapportait. Il y avait des dépôts d'entreprise dont je n'avais jamais entendu parler, et des retraits en espèces qui semblaient trop importants pour des dépenses normales. J'ai pris des photos de tout avec mon téléphone, en prenant soin de remettre chaque papier exactement où je l'avais trouvé. Mon cœur battait si vite que je me sentais étourdi, mais j'ai continué. Si Benjamin me cachait de l'argent, je devais savoir combien et où il se trouvait. Dans le classeur, j'ai trouvé d'autres surprises. Il y avait des documents pour une société appelée Foster Holdings LLC que Benjamin n'avait jamais mentionné. Selon les documents, cette société possédait plusieurs propriétés en ville. Des propriétés que Benjamin m'avait dit appartenir à ses clients. Un dossier contenait des reçus pour des achats coûteux que je ne reconnaissais pas, une montre qui coûtait 15 000 $, des vacances à Hawaï que je n'avais jamais prises, des bijoux de magasins où je n'étais jamais allé. Toutes ces choses étaient payées avec de l'argent provenant de comptes dont je ne connaissais pas l'existence. Mais la découverte la plus choquante se trouvait dans un dossier marqué « Documents juridiques ». À l'intérieur se trouvaient des papiers d'un avocat dont je n'avais jamais entendu parler, discutant de quelque chose appelé « stratégie de protection des actifs ». Les documents parlaient de déplacer de l'argent à l'étranger et de créer des sociétés écrans pour cacher la richesse à d'éventuels créanciers ou réclamations légales. Je ne comprenais pas tout le jargon juridique, mais je comprenais assez pour savoir que Benjamin cachait de l'argent exprès. Il se préparait à quelque chose, et j'avais le terrible pressentiment que ce quelque chose était notre divorce. J'ai passé 3 heures dans ce bureau à prendre des photos de chaque document qui semblait important. Au moment où j'ai entendu la voiture de Benjamin dans l'allée, j'avais tout refermé à clé et j'étais dans la cuisine en train de préparer le déjeuner comme si de rien n'était. « Comment s'est passée ta réunion ?» demandai-je alors qu'il m'embrassait sur la joue. « Productive », dit-il en desserrant sa cravate. Le projet Johnson avance plus vite que prévu. Un autre mensonge. J'avais vu son calendrier, et il n'y avait pas de projet Johnson. Mais j'ai souri, hoché la tête et lui ai demandé s'il voulait un sandwich. Cet après-midi-là, j'ai fait autre chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai appelé ma vieille amie Lisa, qui travaillait comme comptable en ville. Nous nous étions perdus de vue après que j'ai quitté mon emploi, mais j'espérais qu'elle m'aiderait quand même. « Carmen », dit Lisa en répondant au téléphone. « Je n'ai pas eu de tes nouvelles depuis une éternité.
Comment vas-tu? Ça va, dis-je, essayant de garder ma voix stable. Lisa, j'ai besoin de conseils sur des documents financiers. Pourrions-nous nous voir pour un café? Bien sûr. Est-ce que tout va bien? Tu as l'air inquiète. Je t'expliquerai quand je te verrai. Nous nous sommes retrouvés dans un petit café de l'autre côté de la ville, loin de tout endroit où Benjamin pourrait aller. Lisa était la même que toujours, avec ses cheveux roux bouclés et son sourire amical. Mais quand je lui ai montré les photos sur mon téléphone, son expression est devenue sérieuse. « Carmen, où as-tu eu ces documents ?» demanda-t-elle en faisant défiler les images. « Ce sont les papiers d'affaires de mon mari. Je les ai trouvés dans son bureau. » Lisa resta silencieuse pendant un long moment, étudiant chaque photo avec soin. Finalement, elle leva les yeux vers moi avec inquiétude. « Carmen, certaines de ces transactions semblent très suspectes. Ces sociétés écrans, les comptes offshore, les retraits en espèces. Cela ressemble à du blanchiment d'argent. » Du blanchiment d'argent, répétai-je. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie prendre de l'argent provenant d'activités illégales et le faire paraître légal en le déplaçant à travers différents comptes et sociétés. C'est un crime grave. Mon estomac se serra. Es-tu sûr? Je ne suis pas une enquêtrice criminelle, mais j'ai vu assez de cas de fraude financière pour reconnaître les schémas. Regarde ça, dit-elle en montrant l'un des relevés bancaires. Ton mari reçoit d'importants dépôts en espèces de sociétés qui ne semblent pas exister. Puis il déplace cet argent à travers plusieurs comptes différents avant qu'il ne finisse dans des banques offshore. C'est un comportement classique de blanchiment d'argent. J'avais l'impression que la pièce tournait. Que devrais-je faire? Tu dois parler à quelqu'un qui se spécialise dans les crimes financiers. Je connais un détective qui travaille sur ce genre de cas. Il s'appelle Antonio Rivera et il est très bon dans son travail. Voudrais-tu que je te donne son numéro? J'ai hoché la tête, incapable de parler. Lisa a écrit les informations du détective sur une serviette en papier et me l'a tendue. Carmen, sois très prudente, dit-elle en tendant la main par-dessus la table pour me serrer la main. Si ton mari est impliqué dans le blanchiment d'argent, il pourrait être dangereux. Ne lui fais pas savoir que tu as découvert quoi que ce soit. Je suis rentré chez moi comme dans un brouillard, le numéro de téléphone du détective me brûlant dans la poche. Benjamin était dans son bureau quand je suis revenu, probablement en train de déplacer plus d'argent illégal pendant que je préparais le dîner. J'ai cuisiné, nettoyé et agi normalement, mais à l'intérieur, j'étais terrifié. Cette nuit-là, alors que Benjamin dormait à côté de moi, j'ai fixé le plafond et j'ai essayé de digérer ce que j'avais appris. Mon mari ne se contentait pas de me tromper et de prévoir de me laisser sans rien. Il était un criminel qui avait utilisé notre mariage comme couverture pour des activités illégales. Mais pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti autre chose que de la peur et de la tristesse. J'ai ressenti de la colère. Benjamin m'avait menti sur tout, m'avait volé et avait prévu de détruire ma vie. Mais maintenant, j'avais des informations qui pouvaient détruire la sienne à la place. Demain, j'appellerai le détective Rivera. Demain, je commencerai à me battre. Le lendemain matin, j'ai attendu que Benjamin parte au travail avant de composer le numéro du détective Rivera. Mes mains tremblaient si fort que j'ai dû essayer 3 fois avant de composer tous les chiffres correctement. Détective Rivera, unité des crimes financiers. Une voix profonde répondit. Bonjour, dis-je, ma voix à peine plus qu'un murmure. Je m'appelle Carmen Foster. Lisa Martinez m'a donné votre numéro. Je pense que mon mari fait peut-être quelque chose d'illégal avec de l'argent. Il y eut une pause. Madame Foster, pouvez-vous venir au poste cet après-midi? J'aimerais en discuter en personne. 2 heures plus tard, j'étais assise dans un petit bureau au poste de police, face à un homme dans la quarantaine avec des yeux bienveillants et des cheveux grisonnants. Le détective Rivera avait les photos de mon téléphone étalées sur son bureau, les étudiant avec une expression sérieuse. Madame Foster, depuis combien de temps votre mari est-il impliqué dans ces activités financières, demanda-t-il. Je ne sais pas, admis-je. Je viens de trouver ces papiers hier. Je n'avais aucune idée que tout cela existait. Le détective Rivera hocha la tête. C'est courant dans ces cas. Les conjoints n'ont souvent aucune connaissance des activités illégales de leurs partenaires. Il montra l'un des relevés bancaires. Ces transactions montrent un schéma clair de blanchiment d'argent.
Votre mari reçoit d'importantes sommes d'argent liquide de sources douteuses et les déplace à travers plusieurs comptes pour cacher leur origine. Quel genre de sources douteuses, demandai-je. D'après ces montants et ces schémas, probablement de l'argent de la drogue, des jeux illégaux ou d'autres activités du crime organisé. L'entreprise immobilière de votre mari offre une couverture parfaite pour blanchir de l'argent sale par le biais d'achat et de vente de propriétés. Je me sentis mal. Combien de temps de prison pourrait-il encourir pour cela? Le blanchiment d'argent est un crime fédéral. Selon les montants impliqués, il pourrait faire face à 10 à 20 ans de prison, plus des amendes massives et la confiscation de tous les actifs achetés avec de l'argent illégal. Tous les actifs, répétai-je. Tout. La maison, les voitures, les comptes bancaires, les investissements. S'ils ont été achetés avec de l'argent blanchi, le gouvernement les saisira. Mon esprit s'emballait. Si Benjamin allait en prison et perdait tout, que m'arriverait-il? Je n'aurais rien, exactement comme il l'avait prévu. Sauf que maintenant, ce serait parce qu'il était un criminel, pas parce qu'il m'avait déjoué au tribunal des divorces. Détective Rivera, dis-je lentement. Et si je vous aidais à monter un dossier contre lui? Et si je pouvais obtenir plus de preuves? Il se pencha en arrière dans son fauteuil, étudiant mon visage. Madame Foster, ce serait très dangereux. Si votre mari soupçonnait que vous l'enquêtiez, il pourrait devenir violent. Ce ne sont pas le genre de personnes qui gèrent bien la trahison. Mais je suis déjà en danger, n'est-ce pas? S'il est impliqué avec des criminels, s'il prévoit de divorcer et de me laisser sans rien, je ne suis pas en sécurité de toute façon. Le détective Rivera resta silencieux un long moment. Que proposez-vous exactement? J'ai accès à son bureau, à son ordinateur, à ses dossiers. Je pourrais copier plus de documents, enregistrer des conversations, peut-être même découvrir avec qui il travaille. Mais j'aurais besoin de protection. Et j'aurais besoin de garanties sur ce qui m'arrivera quand tout cela sera terminé. Quel genre de garantie? Je veux l'immunité contre toute accusation liée à ces crimes. Je veux une protection s'il essaie de me faire du mal. Et je veux garder une partie des actifs qui ont été achetés avec de l'argent légitime de son entreprise immobilière. Le détective Rivera sourit pour la première fois depuis mon arrivée. Madame Foster, vous pensez comme un procureur. Laissez-moi passer quelques appels et voir ce que nous pouvons arranger. 3 jours plus tard, j'ai rencontré le détective Rivera et une procureure fédérale nommée Sarah Chen. Ils avaient préparé un accord de coopération officiel qui me donnait tout ce que j'avais demandé en échange de mon aide pour monter un dossier contre Benjamin. Madame Foster, expliqua la procureure Chen, vous travaillerez comme informatrice confidentielle. Nous vous fournirons des dispositifs d'enregistrement et vous apprendrons à recueillir des preuves en toute sécurité. Mais vous devez comprendre les risques. Si votre mari découvre ce que vous faites, vous pourriez être en grave danger physique. Je comprends, dis-je en signant les papiers d'une main ferme. Quand commençons-nous? Au cours des 2 mois suivants, je suis devenu une personne différente. Pendant la journée, je jouais le rôle de l'épouse obéissante, cuisinant, nettoyant et demandant à Benjamin comment s'était passée sa journée. Mais à chaque instant où il était hors de la maison, je travaillais. J'ai installé de minuscules dispositifs d'enregistrement dans son bureau et sa voiture. J'ai copié des fichiers de son ordinateur sur des clés USB. J'ai photographié chaque document que je pouvais trouver, construisant une image complète de ses activités illégales. Les preuves étaient accablantes. Benjamin blanchissait de l'argent pour une organisation de trafic de drogue dirigée par un homme nommé Carlos Mendez. Il recevait des paiements en espèces de 50 000 à 100 000 $, puis utilisait sa société immobilière pour acheter des propriétés avec cet argent. Plus tard, il vendait les propriétés et déposait les recettes sur des comptes bancaires légitimes, faisant paraître l'argent de la drogue propre. Mais Benjamin était devenu gourmand. Au lieu de simplement prendre son pourcentage pour le blanchiment de l'argent, il avait détourné de l'argent supplémentaire pour lui-même. Il a utilisé cet argent volé pour financer sa liaison avec Véronica, lui achetant des cadeaux coûteux et l'emmenant dans des voyages somptueux. J'ai enregistré des conversations où Benjamin se vantait auprès de son partenaire commercial de la facilité avec laquelle il trompait les autorités. J'ai photographié des réunions où il recevait des mallettes pleines d'argent d'hommes à l'allure dangereuse. J'ai documenté chaque transaction, chaque mensonge, chaque crime. Le plus difficile était de faire comme si tout était normal. Quand Benjamin rentrait chaque soir, il m'embrassait et me racontait sa journée,
inventant des histoires sur des affaires légitimes alors que je savais qu'il avait passé l'après-midi avec des trafiquants de drogue et des criminels. Tu sembles différente ces derniers temps, dit-il un soir alors que nous dînions. Plus confiante, peut-être. J'aime ça. Je lis plus, dis-je, ce qui était vrai. J'avais lu tout ce que je pouvais trouver sur le blanchiment d'argent et les crimes financiers, apprenant de nouvelles choses. C'est merveilleux, chérie. Le savoir, c'est le pouvoir. Si seulement il savait à quel point j'avais acquis de connaissances, et comment je prévoyais d'utiliser ce pouvoir contre lui. À la fin des 2 mois, le détective Rivera m'a dit que nous avions assez de preuves pour arrêter Benjamin et saisir tous ses actifs. Mais j'ai demandé une semaine de plus. Je voulais être dans cette salle d'audience de divorce quand Benjamin penserait qu'il avait tout gagné. Je voulais voir son visage quand il réaliserait que son plan parfait avait été détruit par la femme qu'il pensait trop stupide pour se défendre. Le piège était tendu. Maintenant, tout ce que j'avais à faire était d'attendre que Benjamin y tombe. La procédure de divorce a commencé un mardi matin froid de novembre. J'étais assise dans le couloir devant la salle d'audience, portant une simple robe noire qui me faisait paraître plus petite et plus impuissante que je ne l'étais. Benjamin est arrivé avec son équipe d'avocats coûteux, tous portant d'épaisses mallettes et affichant des sourires confiants. « Bonjour, Carmen, dit Benjamin, sa voix dégoulinant d'une fausse sollicitude. J'espère que nous pourrons régler cela rapidement et à l'amiable. » J'ai hoché la tête docilement, jouant mon rôle à la perfection. Je veux juste ce qui est juste, Benjamin. Il m'a tapoté l'épaule comme si j'étais une enfant. Bien sûr que tu le veux, chérie. Ne t'inquiète pas. Je veillerai à ce que tu sois prise en charge. Véronica est arrivée quelques minutes plus tard, portant un superbe tailleur bleu qui coûtait probablement plus que ce que je gagnais en un mois. Elle s'est assise dans la galerie derrière Benjamin, sa présence étant un message clair sur qui allait prendre ma place. Dorothy était assise à côté d'elle, les deux chuchotant et souriant comme de vieilles amies planifiant une célébration. Quand nous sommes entrés dans la salle d'audience, l'avocat principal de Benjamin, Monsieur Harrison, a immédiatement pris le contrôle. C'était un homme grand aux cheveux argentés et à la montre chère. Le genre d'avocat qui facturait $1000 de l'heure et gagnait des procès par intimidation. Votre honneur, commença Monsieur Harrison, c'est une affaire simple. Mon client, Monsieur Benjamin Foster, est un homme d'affaires prospère qui a subvenu aux besoins de sa femme pendant 8 ans. Madame Foster n'a aucune expérience professionnelle, aucune éducation au-delà du lycée, et n'a apporté aucune contribution financière au mariage. Elle demande un règlement déraisonnable qui nuirait à l'entreprise et aux moyens de subsistance de mon client. La juge Hawkins écouta sans expression pendant que Monsieur Harrison présentait leur cas. Ils avaient des graphiques montrant les revenus de Benjamin, des diagrammes démontrant mon manque de contribution, et des témoignages de moralité qui me dépeignaient comme une chercheuse d'or qui avait piégé un homme innocent. Dorothy a été la première à témoigner, portant un tailleur bleu marine et des perles qui lui donnaient l'air d'une parfaite matrone de la haute société. Elle parla d'une voix claire et assurée de la façon dont je ne m'étais jamais intégré à leur famille. Benjamin a tellement essayé d'aider Carmen à s'améliorer, témoigna Dorothy. Il a payé des cours d'étiquette, lui a acheté des vêtements appropriés, a même engagé des tuteurs pour l'aider à s'instruire sur l'art et la culture. Mais elle n'a montré aucun intérêt à s'améliorer ou à soutenir la carrière de Benjamin. Chaque mot était un mensonge, mais Dorothy les livrait avec une telle conviction que je les aurais presque crus moi-même. Benjamin n'avait jamais payé pour des cours ou des tuteurs. La seule chose qu'il avait payée était mon silence et ma soumission. Madame Foster n'a aucune compréhension des obligations sociales qui accompagnent le fait d'être mariée à un homme du rang de Benjamin, continua Dorothy. Elle l'a embarrassé lors de réceptions d'affaires et a refusé de participer à des activités caritatives. Franchement, je suis surprise que le mariage ait duré aussi longtemps. Monsieur Harrison hocha la tête en signe d'approbation. Merci, Madame Foster. Pas d'autres questions. Mon avocat, Monsieur Peterson, se leva pour le contre-interrogatoire, mais il avait l'air nerveux et mal préparé. Madame Foster, n'est-il pas vrai que votre fils contrôlait toutes les finances du mariage ? Benjamin gérait l'argent parce qu'il est doué en finance, répondit Dorothy sans hésiter. Carmen n'a montré aucun intérêt à apprendre sur de telles choses. Et n'est-il pas vrai que vous avez encouragé la relation de votre fils avec Mademoiselle A ? Les yeux de Dorothy brillèrent de colère. Je n'ai aucune idée de ce que vous insinuez. Monsieur Peterson se rassit rapidement, clairement dépassé. Je voulais lui crier de se battre plus fort, mais je me suis rappelé que tout cela faisait partie du plan.
Ensuite, Benjamin a pris la barre des témoins. Il avait l'air beau et sincère dans son costume sombre. L'image parfaite de l'homme d'affaires prospère qui avait été exploité par sa femme avide. « Votre honneur, » dit Benjamin, sa voix pleine de tristesse. « J'aimais profondément Carmen, mais notre mariage est devenu impossible. Elle n'avait aucun intérêt à construire une vie ensemble ou à soutenir ma carrière. Elle dépensait l'argent de manière frivole et refusait de prendre la responsabilité de la gestion du ménage. J'ai essayé de l'aider, mais elle semblait se contenter de vivre de mon dur labeur sans rien contribuer en retour. » Monsieur Harrison guida Benjamin à travers un récit détaillé de notre mariage qui n'avait aucune ressemblance avec la réalité. Dans la version de Benjamin, j'étais paresseuse, égoïste et financièrement irresponsable. Il était le mari qui avait longtemps souffert et qui avait tout essayé pour sauver notre mariage. Je demande un règlement modeste qui permettra à Carmen de repartir à zéro, conclut Benjamin. Une petite allocation mensuelle et peut-être une formation professionnelle pour l'aider à devenir autonome. Je ne lui veux aucun mal, mais je ne peux pas continuer à soutenir quelqu'un qui refuse de se soutenir elle-même. La salle d'audience était silencieuse lorsque Benjamin eut terminé. Même moi, je devais admettre qu'il était convaincant. Si je ne connaissais pas la vérité sur ses crimes et ses liaisons, je l'aurais peut-être cru moi-même. Véronica n'a jamais témoigné, mais sa présence dans la salle d'audience en disait long. Elle était assise derrière Benjamin comme une reine attendant de réclamer son trône, lui touchant occasionnellement l'épaule ou lui murmurant des encouragements à l'oreille. Dorothy la regardait avec une approbation évidente. Quand ce fut mon tour de témoigner, j'ai joué mon rôle à la perfection. J'ai parlé doucement de la façon dont j'avais essayé d'être une bonne épouse, de la façon dont j'avais géré notre ménage et soutenu la carrière de Benjamin d'une manière qui n'apparaissait pas sur les relevés financiers. Mais même à mes propres oreilles, je semblais faible et peu convaincante. Le contre-interrogatoire de Monsieur Harrison fut brutal. Il m'a fait admettre que je n'avais aucun revenu, aucune économie et aucune compétence professionnelle. Il a remis en question chaque dépense que j'avais faite, chaque décision que j'avais prise, jusqu'à ce que je me sente comme une criminelle jugée pour le crime d'être financièrement dépendante. À la fin de la journée, il était clair que Benjamin avait gagné. Ses avocats souriaient. Véronica était pratiquement rayonnante, et Dorothy avait l'air de déjà planifier la réception de mariage. Mais je n'étais pas inquiète. Demain, la juge Hawkins lirait ma lettre, et tout changerait. J'étais assise sur cette chaise en bois froide, regardant Benjamin murmurer ces mots cruels sur le fait de ne plus jamais toucher à son argent. La voix douce de Véronica l'appelant chérie me donnait la chair de poule, mais je gardais mon visage impassible. La déclaration de Dorothy selon laquelle je ne méritais pas un centime aurait dû me blesser, mais au lieu de cela, elle me remplit de satisfaction. Il n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Monsieur Peterson se leva avec des mains tremblantes, sortant l'enveloppe blanche qui contenait 2 mois de planification minutieuse. « Votre honneur, j'ai une dernière pièce à conviction à présenter au nom de ma cliente. Madame Foster a préparé une lettre à l'attention de la cour. » Le sourire confiant de Benjamin vacilla légèrement. Ses avocats parurent confus, chuchotant entre eux au sujet de preuves dont on ne leur avait pas parlé. Véronica s'agita sur son siège, sa posture parfaite devenant moins parfaite. Les yeux froids de Dorothy se plissèrent alors qu'elle regardait l'enveloppe se diriger vers la juge Hawkins. La juge Hawkins ouvrit l'enveloppe avec soin et commença à lire. La salle d'audience était si silencieuse que je pouvais entendre mon propre rythme cardiaque. J'ai observé son visage pendant que ses yeux parcouraient les pages, voyant le moment où son expression passa d'un intérêt modéré à un choc, puis à quelque chose qui ressemblait à de la joie. Elle lut pendant ce qui sembla une éternité. Benjamin me fixait maintenant, essayant de deviner ce que j'aurais bien pu écrire qui puisse avoir de l'importance. Il avait toujours l'air confiant, mais l'inquiétude s'insinuait dans ses yeux sombres. Les mêmes yeux qui m'avaient menti pendant des années. Quand la juge Hawkins eut fini de lire, elle leva les yeux vers Benjamin, puis vers Véronica, puis vers Dorothy. Puis elle se mit à rire. Pas un petit rire poli, mais un vrai rire profond qui résonna contre les murs. Elle rit si fort qu'elle dut enlever ses lunettes et essuyer ses yeux. « Oh, c'est excellent », dit-elle à voix basse, sa voix portant dans la pièce silencieuse. « C'est vraiment excellent. » Les sourires confiants disparurent de leur visage comme si quelqu'un avait éteint un interrupteur. Le visage de Benjamin devint pâle. La bouche de Véronica s'entr'ouvrit. Le sang-froid de Dorothy se fissura pour la première fois en 8 ans. La juge Hawkins se ressaisit et regarda directement Benjamin. « Monsieur Foster, selon cette lettre,
votre femme travaille avec des enquêteurs fédéraux depuis 2 mois. Elle a fourni des preuves exhaustives de votre opération de blanchiment d'argent, y compris des enregistrements, des photographies et des documents financiers. Benjamin se leva d'un bond. C'est impossible. Elle ne sait rien de mes affaires. Asseyez-vous, monsieur Foster, dit sèchement la juge Hawkins. Selon le détective Antonio Rivera de l'unité des crimes financiers, vous blanchissez de l'argent pour une organisation de trafic de drogue. Vous avez détourné des fonds de vos associés criminels et utilisé cet argent pour financer une liaison extra-conjugale. Véronica halta, sa main volant à sa gorge. Benjamin, de quoi parle-t-elle? Les bijoux, les voyages, les dîners coûteux, continua la juge Hawkins, lisant ma lettre. Tout a été payé avec de l'argent de la drogue volée. Mademoiselle Hay, vous voudrez peut-être contacter un avocat. Accepter des cadeaux achetés avec le produit d'activité criminelle peut faire de vous une complice de blanchiment d'argent. Le visage de Véronica devint blanc. Elle regarda Benjamin avec horreur, réalisant que tout ce qu'il lui avait donné était la preuve de crime grave. Je ne savais pas, murmura-t-elle. Je n'avais aucune idée. Dorothy se leva, sa voix tremblant de rage. C'est ridicule. Mon fils est un homme d'affaires respecté. Madame Foster, dit la juge Hawkins, regardant Dorothy avec dégoût. Votre fils fait face à des accusations fédérales pour blanchiment d'argent, évasion fiscale et complot. Le gouvernement va saisir tous les actifs achetés avec des fonds illégaux, ce qui semble inclure la maison familiale, les véhicules et la plupart de ses avoirs professionnels. L'avocat de Benjamin chuchotait frénétiquement à son oreille, mais Benjamin le repoussa. Carmen, tu ne comprends pas ce que tu as fait. Ces gens ne pardonnent pas la trahison. Tu t'es mise en danger. Je me levai lentement, me sentant plus forte que je ne l'avais été depuis des années. Je comprends parfaitement, Benjamin. Je comprends que tu es un criminel qui a utilisé notre mariage comme couverture pour des activités illégales. Je comprends que tu avais prévu de me laisser sans rien pendant que tu commençais une nouvelle vie avec de l'argent volé. Et je comprends que tu m'as complètement sous-estimé. La juge Hawkins sourit. Madame Foster, en tant que témoin coopérant dans une enquête fédérale, vous avez droit à une protection et à une compensation. Le gouvernement a accepté de vous permettre de conserver tous les actifs dont il peut être prouvé qu'ils ont été achetés avec des revenus légitimes de l'entreprise immobilière de monsieur Foster. Combien? Demanda désespérément Benjamin. Selon l'analyse financière, environ 40% de vos actifs provenaient de revenus commerciaux légitimes. Madame Foster recevra ces actifs, plus une pension alimentaire pour conjoint, plus une récompense du gouvernement fédéral pour sa coopération dans cette enquête. Benjamin s'effondra sur sa chaise. La réalité le frappait enfin. Il avait tout perdu. Son entreprise, son argent, sa liberté et son avenir avec Véronica. Tout cela parce qu'il avait supposé que sa femme était trop faible et trop stupide pour se défendre. Véronica pleurait maintenant, le mascara coulant sur ses joues alors qu'elle réalisait que ses rêves de richesse et de statut s'effondraient. Dorothy était assise dans un silence stupéfait, regardant la réputation de sa famille être détruite en quelques minutes. De plus, continua la juge Hawkins, des agents fédéraux attendent à l'extérieur de cette salle d'audience pour arrêter monsieur Foster pour blanchiment d'argent, complot et évasion fiscale. Cette procédure de divorce est suspendue en attendant l'issue des poursuites pénales. Les portes de la salle d'audience s'ouvrirent et le détective Rivera entra avec 2 autres agents. Benjamin me regarda une dernière fois, son visage un mélange de rage et d'incrédulité. Tu n'as aucune idée de ce que tu as fait, Carmen. Je sais exactement ce que j'ai fait, dis-je calmement. J'ai repris ma vie en main. Alors que les agents menottaient Benjamin et lui lisaient ses droits, je sentis un poids se soulever de mes épaules que je n'avais même pas réalisé que je portais. Pendant 8 ans, j'avais vécu un mensonge. Marié à un homme qui ne me voyait que comme une couverture pratique pour ses crimes. Véronica s'enfuit de la salle d'audience, appelant probablement déjà des avocats pour se distancier des activités criminelles de Benjamin. Dorothy la suivit. Les 2 femmes qui avaient prévu de célébrer ma destruction, faisant maintenant face à leur propre ruine. Je suis sorti de cette salle d'audience, une femme libre, financièrement sûre et émotionnellement libérée. Benjamin m'avait appris que le savoir, c'était le pouvoir, mais il n'avait jamais imaginé que j'utiliserais cette leçon contre lui. La femme faible et impuissante qu'il avait créée avait disparu pour toujours. À sa place se tenait une femme qui avait appris à se battre, et qui avait gagné.